40 tentatives évoquées, une liste de 19 officiers ciblés et une demande d'extradition rendue publique. Le paradoxe est immédiat, une menace répétée sans renversement effectif, mais suffisamment grave pour transformer une procédure judiciaire en signal politique régional aux conséquences visibles. Que doit comprendre un citoyen ou un État voisin lorsque Ibrahim Traoré choisit d'exposer un dossier sensible afin de forcer une clarification entre coopération régionale et influence extérieure concurrente? À cet instant précis, chaque réponse devient un précédent durable. Ce qui se joue dans cette séquence dépasse un différend judiciaire isolé. La promesse de cette analyse est simple: clarifier, sans slogan ni raccourci, ce que cette demande d'extradition change concrètement pour la sécurité, l'économie et la stabilité régionale. Le bénéfice pour le lecteur est immédiat. Comprendre en quelques minutes pourquoi un acte juridique apparemment technique devient un levier stratégique observable. L'enjeu central oppose deux risques mesurables. D'un côté, laisser une tentative de renversement armé sans suite formelle au nom de la prudence diplomatique, au risque de normaliser l'ambiguïté sécuritaire. De l'autre, rendre publique une procédure afin de déplacer le débat vers des mécanismes vérifiables au prix d'une tension assumée avec des partenaires voisins. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni réduit à un symbole, ni élevé en figure abstraite. Il est présenté comme l'acteur qui accepte de transformer un dossier sensible en test institutionnel, sachant que chaque réaction crée un précédent. La question n'est donc pas de savoir qui a raison par principe, mais quel coût comparer chaque option impose à court et moyen terme. 40 tentatives évoquées depuis l'arrivée au sommet de l'État, sans renversement effectif, mais avec une pression décrite comme continue. Cette répétition, associée à une liste de 19 officiers identifiés comme cibles, constitue le premier signal chiffré qui change la lecture de la séquence. Ce premier indice chiffré ne vise pas à prouver par la précision mathématique, mais à installer un ordre de grandeur. La menace n'est pas présentée comme ponctuelle, elle est décrite comme structurelle. Dans ce cadre, l'initiative portée par Ibrahim Traoré n'est pas racontée comme une réaction émotionnelle, mais comme l'aboutissement d'un dossier considéré comme suffisamment étayé pour quitter les canaux discrets. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut replacer l'action dans le contexte sécuritaire du Sahel. Le Burkina Faso évolue depuis plusieurs années dans un environnement marqué par des attaques armées, des tensions régionales persistantes et une méfiance accrue envers certaines influences extérieures. Les transitions politiques successives ont fragilisé des équilibres institutionnels tout en renforçant le rôle de l'appareil militaire dans la gestion quotidienne de l'État. Cette configuration crée un terrain où chaque signal politique est interprété à l'aune de la sécurité immédiate. Dans cette séquence précise, le choix du langage compte. Le recours à une demande d'extradition formelle, plutôt qu'à une action unilatérale, est présenté comme un changement de méthode. Il ne s'agit pas d'un affrontement direct, mais d'une mise à l'épreuve des mécanismes régionaux de coopération et de confiance. La procédure devient un outil pour déplacer le débat du soupçon vers un cadre juridique, même si ce déplacement est exposant. Ce basculement éclaire le sens du premier indice initial. La répétition des tentatives sert à justifier l'urgence perçue, tandis que la concentration des cibles rend la menace concrète. L'objectif implicite n'est pas seulement de traiter un dossier précis, mais de signaler que l'inaction serait interprétée comme un choix à part entière. À partir de là, la question n'est plus seulement factuelle. Elle devient institutionnelle. Jusqu'où les cadres existants peuvent-ils absorber une crise sans se transformer eux-mêmes? Pour mesurer l'effet immédiat de cette demande d'extradition, il faut quitter les niveaux diplomatiques et observer les répercussions locales décrites dans le contenu source. L'affaire n'est pas vécue comme une abstraction institutionnelle, mais comme une menace tangible affectant des individus identifiés et les structures de protection existantes. Dans certaines zones rurales, proches des régions instables, les officiers cités ne sont pas perçus comme de simples noms, mais comme des relais essentiels de sécurité, chargés de coordonner des convois,
de maintenir un minimum d'ordre et de faire le lien entre forces armées et civiles. Lorsque ces figures sont publiquement décrites comme visées, l'effet est immédiat. Un sentiment de vulnérabilité collective s'installe, non par panique ouverte, mais par une attention accrue portée aux signaux de risque. Les comportements évoluent avant toute décision formelle, vigilance renforcée, déplacements ajustés, attentes concentrées sur les annonces officielles. Dans les centres urbains, l'information circule plus rapidement. La diffusion de l'existence d'un complot présumé alimente une atmosphère d'alerte sans déboucher sur un désordre visible, mais en modifiant la perception du quotidien. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un dirigeant distant que comme un point de référence autour duquel se cristallisent attentes et craintes. Le dossier diplomatique se transforme ainsi en enjeu vécu. La demande d'extradition agit comme un signal qui personnalise la sécurité. Lorsqu'une menace est nommée et associée à des personnes identifiables, chaque geste politique est interprété comme porteur de conséquences immédiates. Ce déplacement est central pour comprendre la suite. Avant même toute réponse du pays destinataire, la séquence modifie déjà les comportements et les anticipations. L'essentiel est clair, quand la sécurité cesse d'être abstraite, l'inaction perçue devient elle-même un facteur de risque. La séquence décrite dans le contenu source ne débute pas par un acte spectaculaire, mais par une accumulation progressive de signaux. Avant toute démarche officielle, il est question d'alertes sécuritaires répétées, de soupçons portant sur des réseaux de soutien extérieur et de mouvements discrets présentés comme coordonnés. Cette phase initiale est celle d'une tension latente. Le risque est perçu comme réel, mais encore insuffisant pour justifier une rupture diplomatique ouverte. L'attente domine, nourrie par des informations fragmentées qui, mises bout à bout, installent l'idée d'une menace persistante plutôt que d'un épisode isolé. L'activation intervient lorsque les services de sécurité affirment disposer d'éléments jugés suffisants pour relier un ancien responsable en exil à un projet violent structuré. Dans la narration source, ce moment marque un basculement clair. On passe du conditionnel à l'affirmatif. La mention explicite d'une liste de 19 officiers ciblés joue ici un rôle décisif. Elle transforme une inquiétude diffuse en scénario concret associé à des personnes identifiables et à des fonctions stratégiques. À partir de ce point, l'inaction est présentée comme plus risquée que l'exposition publique du dossier. Le moment décisif arrive avec la rédaction et la transmission officielle de la demande d'extradition à l'État voisin. Le document est décrit comme un acte juridique ferme, dépourvu de langage conciliant, qui oblige le destinataire à se positionner. Le choix de rendre visible cette démarche n'est pas neutre. Il vise à faire sortir l'affaire des canaux confidentiels pour l'inscrire dans un espace public et régional. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît comme l'acteur qui accepte de transformer un dossier sensible en enjeu assumé en prenant le risque d'une crispation diplomatique afin de forcer une clarification. Dans la foulée, les répliques se déploient sur plusieurs plans. Sur le plan diplomatique, la source évoque une intensification des échanges caractérisée par un ton plus direct et une réduction des formules habituelles. Il ne s'agit pas d'une escalade immédiate, mais d'un état de tension prolongée, où chaque camp observe et interprète les signaux de l'autre. Sur le plan sécuritaire interne, un renforcement de la vigilance est mentionné, signe que la mise au jour du dossier est perçue comme susceptible de provoquer des réactions adverses. Une autre réplique se situe au niveau symbolique. La demande d'extradition devient une ligne de démarcation. Soit les mécanismes de coopération régionale sont activés, soit un précédent de contournement s'installe. Dans cette lecture, l'initiative portée par Ibrahim Traoré dépasse la recherche de responsabilité individuelle. Elle devient un test de crédibilité pour les engagements entre États voisins, où le silence, l'hésitation ou le refus sont eux-mêmes chargés de sens politique. La séquence ne se clôt donc pas avec l'envoi du document. Elle ouvre un nouveau cycle. La distinction entre le avant et le après ne renvoie pas seulement à une chronologie, mais à un changement de registre. Le passage d'un soupçon géré en coulisses à une épreuve publique dont les effets continuent de se déployer dans le temps. Avant cette séquence, l'environnement était dominé par un risque sécuritaire diffus, perçu comme chronique mais rarement matérialisé par des éléments rendus publics. Le contenu source décrit une normalisation du danger.
des menaces évoquées de manière récurrente, intégrées dans le paysage politique et sécuritaire sans produire de rupture visible. La demande d'extradition introduit une rupture lisible, non par l'ajout massif de données inédites, mais par la mise en cohérence de chiffres déjà cités et leur exposition dans un raisonnement structuré. D'abord, on retrouve le chiffre des 40 tentatives évoquées depuis l'arrivée au pouvoir. Présenté comme un cumul, ce nombre n'est pas utilisé pour établir une statistique de réussite ou d'échec. Il sert à qualifier un environnement. La menace n'est pas décrite comme exceptionnelle, mais répétitive. Ce chiffre installe l'idée d'une pression constante, suggérant un risque structurel plutôt qu'accidentel. Ce contexte devient alors un argument pour justifier une action préventive rendue visible. Ensuite vient la liste de 19 officiers désignés comme cibles. Avant sa mention publique, ces acteurs sont décrits comme opérant dans une relative discrétion, occupant des fonctions clés dans l'architecture sécuritaire sans exposition médiatique. Le contraste apparaît lorsque cette liste est rendue explicite. Le chiffre ne renvoie pas à une quantité abstraite, mais à un noyau fonctionnel. Selon la narration source, toucher ce groupe reviendrait à créer un vide stratégique immédiat. La différence avant-après n'est pas mesurée en unités de protection supplémentaires, mais en perception accrue du risque collectif. Enfin, un troisième chiffre élargit encore l'échelle. Les 22 millions d'habitants présentés comme potentiellement concernés par les conséquences indirectes d'une déstabilisation. À l'origine, ce nombre rappelle la dimension démographique du pays. Le contraste devient plus net lorsqu'il est intégré au raisonnement sécuritaire. L'impact d'un complot ciblé ne se limiterait pas à des cercles militaires restreints, mais affecterait l'ensemble du cadre institutionnel et social. Le passage du micro au macro constitue ici le cœur de la démonstration. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés ne cherchent pas à convaincre par la précision mathématique. Ils fonctionnent comme des balises. La répétition des tentatives établit un contexte de pression, la concentration des cibles matérialise la gravité de la menace et l'ampleur démographique projette les conséquences potentielles. Ce contraste sert à comparer deux coups perçus, celui d'une inaction prolongée et celui d'une exposition diplomatique assumée. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est positionné comme l'acteur qui mobilise ses repères pour justifier un changement de registre. L'acte juridique public n'est pas présenté comme une conclusion, mais comme un déclencheur destiné à déplacer le débat vers un cadre formel. Le raisonnement implicite est que l'inaction aurait un coût diffus mais cumulatif, tandis que l'action crée une tension immédiate mais mesurable. Ainsi, les chiffres ne sont pas des preuves au sens strict, mais des outils de cohérence. Ils suggèrent que le coût d'une procédure rendue visible est jugé inférieur au risque associé au maintien d'une menace gérée dans l'ombre. La question laissée ouverte est alors moins celle de la validité intrinsèque de chaque nombre que celle de leur capacité à structurer une décision publique face à l'incertitude. L'argumentation opposée la plus fréquemment avancée repose d'abord sur la stabilité régionale. Selon cette lecture, une demande d'extradition formulée de manière publique et ferme risquerait de fragiliser des relations diplomatiques déjà sensibles. Exposer un différend judiciaire entre États voisins pourrait créer des effets de contagion, nourrir la méfiance et réduire l'espace de médiation informelle. Dans ce cadre, la prudence et le traitement discret des accusations sont présentés comme des garde-fous contre une escalade inutile, surtout dans un environnement régional où les équilibres sont réputés fragiles. Un second argument met en avant la question des preuves. Les critiques soulignent que les éléments évoqués dans le discours public ne sont pas soumis à un examen indépendant et contradictoire accessible à des observateurs extérieurs. En l'absence de procédure transparente immédiatement visible, la demande d'extradition pourrait être interprétée comme politiquement motivée. Cette lecture insiste sur le risque de créer un précédent où des accusations graves circulent avant toute validation judiciaire formelle, affaiblissant la crédibilité des mécanismes juridiques qu'elles prétendent activer. Ces deux arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils renvoient à des préoccupations réelles, la préservation des équilibres régionaux et la protection contre l'instrumentalisation de la justice
à des fins politiques. La réponse proposée dans le contenu source ne les nie pas, mais les recontextualise à partir de la situation décrite. Concernant la stabilité, le raisonnement avance que celle-ci serait déjà fragilisée par la répétition alléguée des tentatives et leur caractère transfrontalier. Dans cette logique, le silence ou la gestion en coulisses ne réduirait pas le risque, mais l'accumulerait en laissant s'installer des zones grises. Sur la question des preuves, la narration insiste sur la fonction même de la demande d'extradition. Elle n'est pas présentée comme une conclusion, mais comme un mécanisme juridique destiné à déplacer le débat vers un cadre formel. L'acte public ne clôt pas la discussion. Il l'ouvre à une procédure où les accusations peuvent être examinées plutôt que de circuler sous forme de rumeurs ou d'affirmations non testées. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré est décrite comme un pari procédural. Accepter une exposition immédiate afin de forcer une clarification institutionnelle. Le cœur de la réponse repose finalement sur un arbitrage de coûts. Le risque diplomatique d'une demande explicite est jugé inférieur au risque sécuritaire perçu d'une inaction prolongée. Le débat n'oppose donc pas justice et stabilité, mais deux stratégies de prévention du désordre régional, chacune comportant ses incertitudes et ses conséquences. À ce stade du récit, la demande cesse d'être perçue comme un simple acte juridique et devient un instrument de reconfiguration stratégique. Le contenu source suggère que le véritable enjeu n'est plus seulement la poursuite d'un individu précis, mais la volonté de mettre fin à une ambiguïté entretenue dans les relations régionales. Ce basculement modifie la lecture de l'ensemble de la séquence précédente. Les signaux fragmentés, les tensions latentes et les chiffres évoqués prennent un sens nouveau lorsqu'ils sont interprétés comme les éléments préparatoires d'une mise à l'épreuve délibérée. Ce qui apparaissait défensif se révèle, sur le plan institutionnel, comme une initiative offensive. Utiliser le cadre légal pour obliger chaque partenaire à se positionner publiquement. Dans cette perspective, la demande d'extradition agit comme un révélateur des rapports de force réels et des marges de manœuvre limitées. Ibrahim Traoré est alors présenté non comme un dirigeant réagissant sous la pression, mais comme l'acteur qui choisit d'exposer un dossier afin de provoquer un réalignement politique. L'objectif implicite est de déplacer le débat de la plausibilité des accusations vers la capacité des cadres régionaux à produire une réponse cohérente face à une crise déclarée. La question centrale n'est plus seulement que s'est-il passé, mais qui accepte d'assumer quelles règles et à quel moment. À mi-parcours, rien n'apporte de révélation factuelle spectaculaire. Il introduit un changement de perspective. La demande d'extradition ne sert plus seulement à traiter une menace, elle sert à tester la solidité des engagements régionaux lorsqu'ils sont confrontés à une décision rendue visible. À partir de là, les effets potentiels de la séquence se déclinent différemment selon les acteurs concernés, et le contenu source invite à les examiner séparément pour en mesurer la portée réelle. Pour les institutions étatiques, la première conséquence est celle de la crédibilité. Une réponse claire à la demande d'extradition renforcerait l'idée que les mécanismes juridiques régionaux peuvent fonctionner même sous pression politique. A l'inverse, une absence de décision prolongée alimenterait la perception d'un droit à géométrie variable, où les engagements formels cèdent devant des calculs conjoncturels. Dans cette lecture, l'initiative associée à Ibrahim Traoré place les États coins voisins face à un choix structurant pour leur image et leur autorité. Du côté du tissu économique, les répercussions sont décrites comme indirectes mais sensibles. Un climat diplomatique tendu peut ralentir certains échanges, retarder des projets transfrontaliers ou accroître la prudence des investisseurs régionaux. Le contenu source souligne toutefois que cet impact n'est pas automatique. Une clarification rapide, même conflictuelle, pourrait au contraire réduire l'incertitude à moyen terme. Le coût économique dépendrait alors moins de la fermeté de la décision que de la durée et de la lisibilité de la crise. L'enjeu central pour les acteurs économiques devient la prévisibilité du cadre régional. Pour les citoyens, les conséquences se situent principalement sur le terrain de la perception et de la sécurité. La diffusion d'informations sur des complots présumés et des listes de cibles renforce un sentiment d'exposition, en particulier dans les zones déjà fragilisées.
En parallèle, la mise en avant d'une réponse institutionnelle est décrite comme un facteur de réassurance partielle. Le message implicite est que l'État ne se contente pas de gérer les risques en coulisses, mais assume publiquement la protection de ses cadres et, par extension, de la population. Dans ce registre, Ibrahim Traoré devient un point de référence autour duquel se cristallisent attentes et inquiétudes. À l'échelle régionale enfin, le dossier dépasse les frontières nationales pour devenir un précédent. S'il aboutit à une coopération effective, il pourrait renforcer la confiance entre partenaires du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. S'il échoue ou s'enlise, il risque au contraire de consolider une logique de méfiance et de repli, où chaque État privilégie ses intérêts immédiats au détriment des cadres communs. Dans cette analyse, Ibrahim Traoré apparaît comme le catalyseur de ces conséquences, non parce qu'il en contrôle l'issue, mais parce que son initiative oblige chaque acteur à révéler ses priorités. Les effets réels ne se mesureront donc pas uniquement par une décision judiciaire, mais par l'évolution des comportements institutionnels, économiques et sociaux qui en découleront. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, le contenu source permet de dégager 3 trajectoires plausibles sans leur attribuer de probabilité chiffrée. La première trajectoire est celle d'un enlisement maîtrisé. La demande d'extradition reste en suspens, traitée par des échanges procéduraux lents. Les canaux diplomatiques demeurent ouverts mais prudents. La situation se stabilise dans une tension gérable, devenue un bruit de fond. Si cette option évite l'escalade immédiate, alors elle entretient une incertitude prolongée qui pèse sur la coopération régionale et la confiance institutionnelle. Une trajectoire plus favorable peut également être envisagée. Une décision claire intervient dans un délai raisonnable et enclenche un processus formel et vérifiable. Même si l'issue ne satisfait pas toutes les parties, elle crée un précédent de coopération juridique. Si cette clarification est lisible et encadrée, alors elle réduit l'ambiguïté et envoie un signal de prévisibilité aux partenaires régionaux et économiques. À moyen terme, cette option pourrait renforcer les cadres existants et diminuer les incitations aux actions clandestines en montrant que les mécanismes communs peuvent fonctionner sous pression. Une troisième trajectoire, plus défavorable, se dessine en cas de refus explicite ou d'enlisement prolongé accompagné d'une polarisation accrue. Les échanges se durcissent, les mécanismes régionaux sont contournés et la crise se déplace vers des mesures de rétorsion symboliques ou pratiques. Si cette dynamique s'installe, alors la gestion du risque devient plus coûteuse, car chaque acteur anticipe des réactions adverses plutôt qu'une médiation collective. L'incertitude se transforme en méfiance durable. Une recommandation de méthode se dégage de ces scénarios. Si une décision est inévitable, alors sa lisibilité et son calendrier comptent autant que son contenu. L'enjeu n'est pas seulement l'issue juridique, mais la capacité des acteurs, y compris ceux impliqués autour d'Ibrahim Traoré, à réduire l'incertitude et à prévenir les malentendus qui nourrissent l'escalade. Pour le public institutionnel, cette séquence agit d'abord comme un rappel des responsabilités organisationnelles. Les administrations et les forces de sécurité y lisent un signal sur la manière dont des crises transfrontalières peuvent se matérialiser sans préavis et quitter rapidement les canaux discrets. L'attention se porte alors sur la coordination interne, la circulation de l'information et la capacité à agir dans un cadre légal clair sous contrainte politique. Le message implicite est que la préparation compte autant que la décision finale, car l'exposition publique d'un dossier réduit les marges d'improvisation. Pour le monde économique, la lecture est différente, mais tout aussi pragmatique. Les entrepreneurs, les organisations professionnelles et les collectivités locales s'intéressent avant tout à la stabilité du cadre général. Une crise prolongée est perçue comme un facteur d'incertitude qui ralentit les investissements et complique la planification. À l'inverse, une clarification, même exigeante ou conflictuelle, est souvent considérée comme préférable à une ambiguïté durable. Dans ce registre, la question centrale n'est pas tant le contenu de la décision que sa prévisibilité et sa temporalité. Du côté des citoyens, l'impact se joue principalement sur le terrain de la confiance. L'exposition médiatique d'un dossier de sécurité peut accroître l'inquiétude, en particulier lorsque des listes de cibles ou des menaces sont évoquées. Mais le contenu source suggère aussi un effet inverse possible.
Lorsque l'action publique est perçue comme assumée et structurée, elle peut produire une forme de réassurance partielle. La visibilité devient alors un outil de stabilisation des perceptions, à condition qu'elle s'accompagne de repères clairs sur le cadre, le calendrier et les limites de l'action engagée. À l'échelle régionale enfin, l'épisode sert de référence comparative pour d'autres acteurs confrontés à des dilemmes similaires. L'initiative associée à Ibrahim Traoré est observée moins pour son issue immédiate que pour la méthode employée. Elle alimente des débats durables sur la manière dont justice, sécurité et coopération peuvent coexister dans des contextes sous tension. Pour ceux qui regardent, l'enjeu n'est donc pas abstrait. Il touche à la façon dont les crises futures seront anticipées, expliquées et gérées. À ce stade, le contenu source ne propose pas une solution unique, mais une trajectoire conditionnelle articulée autour de plusieurs axes complémentaires. Le premier consiste à maintenir le traitement du dossier dans un cadre juridique formel. L'objectif est d'éviter que des accusations graves ne restent au stade de déclaration politique. Cela implique des échanges documentés, des canaux officiels clairement identifiés et des délais lisibles, même contraignants. Le déplacement du débat vers des procédures vérifiables est présenté comme un moyen de réduire l'arbitraire perçu et de tester la solidité des accusations dans un cadre contradictoire. Un autre axe concerne la coordination régionale. Le récit suggère que l'efficacité d'une demande d'extradition dépend moins de la pression publique que de l'activation méthodique des mécanismes existants entre États voisins. Consultation régulière, clarification des bases légales invoquées et gestion collective des retombées diplomatiques sont mises en avant. Dans cette logique, l'isolement d'un acteur accroît les malentendus, tandis que la concertation réduit les marges d'escalade. La coopération n'efface pas le désaccord, mais elle en borne les effets. Enfin, un dernier axe porte sur la communication interne. Le contenu insiste sur la nécessité de fournir aux citoyens des repères clairs sans surenchère ni dramatisation. Expliquer le cadre, le calendrier et les limites de l'action publique permettrait de contenir les rumeurs et de stabiliser les perceptions. Cette dimension est décrite comme un facteur de résilience sociale, particulièrement dans un contexte sécuritaire, sensible, où l'incertitude nourrit l'anxiété. Enfin, un suivi et une évaluation régulière sont mis en avant. Chaque avancée ou blocage doit être apprécié non seulement à l'aune de son résultat immédiat, mais aussi de ses effets sur la confiance institutionnelle. Dans cette approche, Ibrahim Traoré est présenté comme l'acteur qui met en cohérence ces étapes en assumant que le succès ne se limite pas à une issue judiciaire précise, mais à la robustesse du processus engagé. Si ces conditions sont respectées, alors la crise peut être contenue sans basculer vers l'escalade. À défaut, le risque est celui d'une répétition de tensions similaires avec des coûts cumulés plus élevés. Le fil narratif revient finalement à ce niveau humain, souvent éclipsé par les termes juridiques et les scénarios stratégiques. Derrière les chiffres, les procédures et les échanges diplomatiques, le contenu source rappelle que les décisions prises au sommet se répercutent sur des vies ordinaires. Dans des villages, des quartiers et des familles, la sécurité n'est pas un concept abstrait. Elle conditionne la possibilité de se déplacer, de travailler et de se projeter dans un avenir minimalement stable. Lorsque l'incertitude s'installe, ce sont d'abord les plus exposés qui en supportent le coût quotidien. La demande d'extradition devient alors un symbole condensé de cette tension. Elle représente le refus de laisser certaines menaces rester floues ou lointaines et la volonté de les nommer publiquement avec les risques que cela implique. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un héros isolé, mais comme l'incarnation d'un choix assumé, rendre visibles des risques plutôt que de les diluer dans le silence institutionnel. Ce choix n'efface pas les dangers, mais il les replace dans un cadre où ils peuvent être discutés et évalués. Le rappel humain sert ici de mise en perspective. Les décisions juridiques et politiques prennent leur sens lorsqu'elles sont reliées à leurs effets concrets. Protection ou exposition, continuité ou rupture, confiance ou doute. Le récit ne promet pas une résolution simple. Il souligne que l'inaction aurait elle aussi un poids mesurable, même si elle paraît moins conflictuelle à court terme.
Lorsque le choix devient public, l'inaction cesse d'être neutre. C'est cette responsabilité, plus que la certitude, qui constitue le cœur émotionnel de cette séquence. Au terme de cette analyse, il ne s'agit pas de conclure par une injonction ni par un verdict définitif. Le dossier examiné montre comment une décision juridique apparemment circonscrite peut devenir un révélateur de dynamiques plus larges, rapports de force régionaux, attentes citoyennes et limites des cadres de coopération existants. Ce type de situation ne concerne pas uniquement les gouvernements directement impliqués. Il touche aussi tous ceux qui s'intéressent à la manière dont justice, sécurité et souveraineté peuvent coexister dans des contextes sous tension durable. Pour le public, l'enjeu est aussi informationnel. Suivre l'évolution de cette affaire, comparer les discours aux actes et observer la manière dont les institutions réagissent permet de dépasser les lectures simplistes. Rester attentif aux faits vérifiables, aux délais annoncés et aux mécanismes réellement mobilisés est une forme de participation éclairée au débat public. Dans cette perspective, l'initiative associée à Ibrahim Traoré peut être lue comme un cas d'étude plutôt que comme une conclusion fermée. La question qui demeure est volontairement ouverte. Comment les États peuvent-ils traiter des accusations graves sans affaiblir les principes qu'ils prétendent défendre, ni aggraver les fragilités qu'ils cherchent à contenir ? La réponse ne se trouve pas dans un slogan, mais dans le temps long des décisions, de leurs effets et de la vigilance collective qui les accompagne.